Bah, au moins, on peut dire que c'est moins pire que la version de 1984. Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà en ce début du mois de juillet au moment où je tourne la vidéo, et qui dit mois de juillet dit gros blockbuster d'été, en tout cas pour nos salles et pour le cinéma en règle générale. Et cette année c'est quand même plutôt gratiné, puisque on ouvre ce festival de cinéma avec le 1er juillet où il y a plusieurs films qui sortent, mais dont celui qui je pense va faire le plus parler, même si quand on voit les résultats au box-office c'est plutôt l'inverse, avec le nouveau film des studios DC, bien évidemment, qui se nomme bien évidemment Supergirl, qui a pour but, après le Superman de James Gunn qui est sorti je crois il y a plus d'un an, ou à peu près un an, je crois qu'il était sorti début juillet aussi, de perdurer ce nouvel univers à travers ce premier chapitre qui était intitulé je crois Gods and Monsters. Donc comment on pourrait dire ça, on perdure ce qui avait commencé James Gunn avec le premier, son film Superman qui était sorti en 2025 avec le personnage de Supergirl, donc cousine de Superman, qui est tirée bien évidemment d'un personnage des comics, je ne sais plus qui sont les créateurs, ils sont différents de ceux de Superman, et qui est issu, en tout cas l'adaptation, est issue du comics Woman of Tomorrow, dont je n'ai pas lu le récit, donc je me positionnerai pas, alors que voilà, je lis parfois des comics, même Superman j'en ai lu, par exemple le comics qui avait été adapté pour celui de James Gunn, je ne sais plus, je crois que c'était Superman Legacy, enfin un truc comme ça. Je l'avais lu, j'avais plutôt bien aimé, mais celui-ci non, c'est un peu dommage, donc je ne parlerai pas au point de vue de son adaptation, même si ça suit vraiment de très très près le comics original. Alors, parler du DCU, parce qu'avant on parlait du DC Extended Universe, donc à l'époque où c'était Snyder, etc. Donc non, aujourd'hui on est sur le DCU, c'est compliqué. Pourquoi parce que déjà il y a eu un renouvellement de la façade, il y a eu la renaissance DC avec James Gunn qui a pris le pouvoir, alors James Gunn et Peter Safran, en tant que nouveau gérant artistique donc de ce nouvel univers DC qui devrait concurrencer Marvel, même si c'est quand même très mal parti. Après un DCEU, voilà, qui avait perduré, je vais pas revenir dessus, mais qui s'est quand même lamentablement échoué avec des hauts et des bas, voilà. Alors je vais quand même revenir très rapidement sur ce que j'avais pensé à l'époque du film Superman. Alors j'en avais déjà parlé, mais je crois que c'était dans un rattrapage, et c'était au début de la chaîne, donc sur le film de Superman James Gunn. Alors j'étais plutôt mitigé au premier visionnage, j'attendais énormément le film, lié au fait que j'adore James Gunn, j'adore ce qu'il a proposé dans les films de super-héros en règle générale. Pour moi c'est un peu le sauveur de ce qu'il a pu mettre en place chez Marvel. Pour moi c'est un peu un ovni, et de toute façon la trilogie Gardiens de la Galaxie est un peu un ovni chez Marvel, sur à peu près tout, mais voilà, au fur et à mesure que j'ai revu le film, j'ai compris l'intérêt qu'avait James Gunn à travers cette nouvelle itération, cette nouvelle interprétation de l'Homme d'Acier, sur cette envie de redonner un nouveau mythe, plus humain, plus coloré, plus fun, à l'image de ce que doit être Superman, où on s'était complètement désattaché, je sais pas comment on peut dire ça, c'est ce qui était complètement l'antithèse du Superman, du Man of Steel de Snyder avec Henry Cavill. D'ailleurs, je le possède en Blu-ray, alors je l'ai pas sorti, mais je l'ai dans la collection, hein, le Blu-ray de Superman, c'était aussi par volonté de le revisionner, mais non, je suis plutôt satisfait. D'ailleurs, Superman n'a jamais été un personnage que j'aimais beaucoup, c'est-à-dire que je suis pas fan du film de Richard Donner, je suis pas fan de celui de Snyder, et celui de Gunn est pour peut-être celui où je suis le plus, on va dire, réticent. On va dire ça comme ça, même si je trouve que c'est pas parfait. Je développerai aussi pourquoi c'est pas parfait selon moi le Superman de Gunn, mais voilà. J'aime beaucoup le travail de James Gunn, j'ai adoré sa trilogie des Gardiens de la Galaxie. Pour moi, il a pondu les meilleures œuvres de chez Marvel, mais voilà, pour moi, le film était quand même limité, le Superman de Gunn, déjà par des effets spéciaux qui étaient pas terribles, parfois à la limite du supportable selon moi, et il y avait souvent aussi une volonté de trop humilier Superman, enfin de le rabaisser plutôt, qui est un élément qui est intéressant à prendre en compte sur cette idée d'évoluer, de faire évoluer le personnage, et aussi de l'évoluer dans son écriture. Mais pour moi, ça tombait parfois dans le too much,
et dans la surenchère de vouloir toujours le montrer sans prendre plein la gueule. Et il y a un moment, ça commençait à être assez... en fait, je pense vraiment ça commençait à être un peu ridicule. Ce qui fait que voilà, le film a énormément divisé. Il y en a beaucoup qui le détestent, tout comme beaucoup l'adorent. Mais je fus quand même satisfait, voilà, de ce retour de l'homme d'acier, notamment parce que j'aime bien David Corenswet en Superman. Et je pense que c'est le film Supergirl qui m'a confirmé que non, je le trouvais plutôt sympathique. Parce que le peu de fois où on le voit dans le Supergirl, je le trouve plutôt intéressant, plutôt attachant. Et il y avait aussi un certain sens du spectaculaire à travers ce point de vue assez optimiste de l'homme d'acier. Donc voilà, un premier film d'ici imparfait, mais je trouve que ça, voilà, ça mène plutôt, et en plus ça crée un univers assez rapide. Alors c'était pas parfait encore une fois, mais je me disais ok, pourquoi pas, allez, continuons dans cette lancée, attendons de voir ce que va être le film Supergirl, attendons de voir ce que vont être les autres projets avec les Face, etc., le Batman Brave and the Bold, donc attendons de voir. Voilà qu'un an plus tard sort sa continuité à travers le personnage de Supergirl qu'on avait déjà vu dans la fin de Superman, qui avait quand même aussi fait parler, parce que c'était quand même assez particulier, qui avait fait quand même beaucoup de débats liés à sa caractérisation, et voilà que ce film intervient dans ce qu'on pouvait appeler une relecture un peu plus fun et décomplexée, mais qui semblait quand même, quand je voyais les bandes annonces, un peu du réchauffé. Du film de super-héros très très moyen. Malgré un auteur comme Greg Gillespie, je crois, ou Greg Gillespie, je sais plus, mais je crois que c'est Greg Gillespie, qui était quand même auteur d'œuvres intéressantes, en plus d'œuvres qui étaient portées par des personnages féminins, dont il y avait moi, Tonya, et il y avait aussi Cruella, donc le film avec Emma Stone. Donc c'était un auteur qui savait caractériser des figures féminines intéressantes, enfin en tout cas de manière pertinente, que ce soit Tonya Harding ou Cruella d'Enfer, mais quand même j'avais beaucoup de doutes sur ce film qui me paraissait quand même très anecdotique, et qui faisait encore ressentir un peu la super-héros fatigue à des kilomètres, quoi. D'autant plus que le film n'était pas aidé par une communication qui était vraiment pas terrible entre l'actrice Emilia Clarke qui arrêtait pas de balancer comme quoi le film était très woke. D'ailleurs, je ne le trouve pas véritablement, hein. Si ce film est woke, alors bon, ok, d'accord. En tout cas, il n'y a rien en tout cas qui saute aux yeux. Restait à savoir si vraiment le développement et la caractérisation donc, de Kara Zor-El, donc le personnage de Supergirl, allait être plus pertinent que son passage dans le Superman de Gunn, qui quand même laissait vraiment à désirer. Bon, comme vous aviez pu le comprendre, j'ai envie de vous dire à travers l'introduction, c'était au mieux pas terrible, et au pire c'était vraiment bas de plafond. Vraiment, je suis sorti de la salle en me disant ouais, et je pense que je vais oublier ce film en même pas 3 jours, et d'ailleurs je crois que au moment où je tourne, ça fait peut-être 2-3 jours, j'ai déjà oublié la quasi-totalité du film, donc voilà. C'est un peu le vide intergalactique, hein, ce film d'ailleurs, voilà, quand ça vu que ça se passe dans l'espace. Pourtant, on pouvait promettre des petites surprises compte tenu de son personnage, parce que il y avait quand même un intérêt de voir ce personnage qui était un peu dépassé par les événements, qui se bourrait la gueule, etc. Il y avait quand même un intérêt de se dire que c'est un personnage qui ne croit plus en rien en comparaison à son cousin Superman. Mais on est quand même aussi sur un beau ratage au niveau de ses enjeux et de son histoire. Bon, avec cette vidéo, j'ai pas envie de faire long parce que en fait, il y a pas grand chose à dire sur ce film d'intéressant. Ce film mérite pas qu'on en tartine des doses et des doses. Je vais juste vous expliquer en fait le problème qu'a ce film et pourquoi avec ce Supergirl 2026, on tombe encore une énième fois dans le film de super-héros lambda, paresseux, artificiel, vide et oubliable. Je pense que voilà, encore une fois, on est sur un film qui va rien changer absolument, et surtout comparé au Superman de Gunn, où il y avait quand même des choses un peu plus intéressantes. On est très loin de ce que Gunn avait proposé avec le Superman de 2025, à la fois sur ses thématiques politiques et son personnage d'un homme qui croit en la bonté de l'humain, malgré ses plus bas instincts, qui étaient symbolisés par Lex Luthor. C'était vraiment le personnage d'un homme qui cherche le meilleur dans chaque individu. Et du coup, c'est assez dommage parce qu'on aurait pu se retrouver avec un alter ego, donc voilà, avec le personnage de Kara Zor-El qui ne distingue plus le bien du mal et qui se permet de faire la fête, d'être une espèce de fêtarde qui en a rien à foutre de ses valeurs, qui se bourre la gueule pour mieux se porter selon elle et éviter de tenir tout rôle de gardien de l'univers comme l'est son cousin. À la place, on a quand même une histoire assez bateau. On va tenter de développer son passé sur Krypton. Alors, point positif, on voit Krypton, je crois que c'est Krypton, même si ça reste quand même assez pauvre et on voit pas grand chose non plus. Et pour moi, en fait, tout le traitement me paraît quand même assez artificiel et en fait, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a rien à dénicher derrière. Tout est pour moi
vraiment vide et artificielle, et en fait rien pour moi apporte un poids important et ne fait véritablement évoluer le personnage. On s'attache pas non plus à tous les personnages qui gravitent autour d'elle, ni elle, voilà, où je trouve qu'il n'y a pas une superbe évolution, et même les autres personnages sont quand même vraiment pas intéressants. La gamine qui va être avec le personnage de Supergirl, donc qui a perdu ses parents et qui doit se venger, etc. Je la trouve d'une inutilité, et c'est vraiment un personnage complètement insignifiant. T'as vraiment l'impression qu'elle sort de Game of Thrones, la gamine, mais vraiment ça n'a pas intérêt, elle est pas intéressante. Le méchant, pourtant interprété par un acteur belge que j'aime bien, qui est Mathias Schoenaerts. Alors je sais pas comment ça se fait qu'il s'est retrouvé dans un film comme ça, je sais pas pourquoi on a pu prendre ce mec pour jouer un méchant Scooby-Doo, quoi. Vraiment, c'est un des pires méchants que j'ai vu depuis longtemps. C'est vraiment le méchant le plus nul que tu puisses trouver. Il y a aucune caractérisation. Allez, peut-être que son design est plutôt sympa, mais il y a aucune once de développement. C'est vraiment le méchant par défaut, et ça me fait mal de dire que putain, Mathias Schoenaerts, qui est un acteur que j'aime bien, en plus un acteur francophone qui joue dans un gros film blockbuster, pourquoi pas, c'est intéressant. Mais j'ai rarement vu un antagoniste aussi vite, quoi, c'est vraiment dommage. D'autant plus que là aussi, et ça je reviendrai aussi d'un autre gros défaut qui m'énerve un peu avec ce film, il a vraiment la tête d'un méchant des Gardiens de la Galaxie, mais sauf que je trouvais qu'il y avait une meilleure caractérisation d'antagoniste dans les Gardiens de la Galaxie. Alors, il reste quand même le personnage de Lobo. Le personnage de Lobo qui est interprété par Jason Momoa. Mais en fait, je pense que le personnage, c'est même pas lié à sa caractérisation, mais c'est parce qu'en fait, bon, au-delà du fait que le personnage est plutôt cool, il a un bon design, c'est surtout parce qu'en fait, tu vois que Jason Momoa, il s'amuse. C'est vraiment peut-être le seul mec qui s'amuse véritablement avec peut-être l'actrice Millie Alcock, mais vraiment Jason Momoa, donc qui est quand même ancien acteur de Aquaman dans le DCEU, mais maintenant le personnage de Lobo dans le DCU, tu vois que voilà, il s'amuse, il est très bon, je trouve qu'encore une fois il est très charismatique, enfin voilà, c'est Jason Momoa, il a quand même il en impose, il en a toujours imposé dans n'importe quel rôle, et il joue à fond le perso, donc c'est vraiment cool, et je dirais qu'il se kiffe plus à jouer un personnage comme Lobo, qui se rapproche plus de la personnalisation, en tout cas du personnage de Jason Momoa, enfin si je peux le dire ainsi, de vraiment la personnalité de Jason Momoa, plutôt que le rôle d'Aquaman qui pouvait être par moments chiant et qui reflétait pas trop véritablement le personnage d'Aquaman dans les comics. Donc je pense qu'il se kiffe beaucoup plus avec le personnage de Lobo. Et alors il y a un autre truc, voilà, l'histoire qui tient quand même sur un post-it, c'est-à-dire que c'est Supergirl qui doit sauver Krypto car il a été empoisonné. Voilà, et vraiment, c'est ça, c'est vraiment l'histoire le plus bateau possible, la plus bas de plafond, rien de plus. Et alors, donc en plus d'avoir quand même un fond qui est quand même assez vide et assez faible, je soupçonne le DCU, je soupçonne Gunn, mais aussi Greg Gillespie, d'avoir pompé d'avoir pompé le scénario sur le scénario des Gardiens de la Galaxie volume 3. En fait, c'est incroyable à quel point ce Supergirl, alors bon, c'est un peu de l'humour, mais c'est fou à quel point pour moi c'est vraiment un pur produit qui est soutenu par le parti écologique. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vraiment l'impression que ce film est un énorme recyclage de tout ce qu'on a aimé des Gardiens de la Galaxie en 1000 fois moins bien. C'est-à-dire qu'on a la musique pop, on a le côté punk, qui se mélange pour moi maladroitement avec son humour, et qui ne fait jamais rire, bien évidemment. Là aussi, hein, il y a un manque d'humour, enfin je veux dire, à chaque fois que le film veut être drôle, ça ne fonctionne pas. À chaque fois que le film veut être émouvant, ça ne fonctionne pas non plus. Bref, tout ce qui faisait le charme et la réussite de la trilogie des Gardiens de la Galaxie de Gunn ne se retrouve absolument pas dans ce film. La faute, sûrement que ce ne soit pas James Gunn qui est à l'écriture ou à la réalisation. Vraiment, le concept de cette course-poursuite pour sauver Krypto, c'est vraiment un pompage, mais absolument faible, de cette volonté, cette course-poursuite qu'avaient les Gardiens de la Galaxie dans le 3e film, de sauver Rocket. C'est incroyable à quel point, vraiment, il y a quand même une énorme volonté de copier-coller les Gardiens de la Galaxie, mais c'est vrai que dans les Gardiens 3, Gunn avait à la fois recentré son récit sur Rocket, c'était même le personnage principal des Gardiens 3, et en plus, durant le coma, donc quand les Gardiens essaient de trouver je sais plus, je crois que c'était vraiment une aide pour réussir à sauver Rocket, il t'expliquait tout le parallèle entre le méchant, je sais plus comment il s'appelle, j'ai peur de dire une connerie, donc le méchant des Gardiens 3, et on va dire l'histoire tragique de Rocket, avec ses amis, le fait qu'il a été abandonné, etc. Enfin, le fait qu'il a été sur des expériences. Alors que Supergirl, on s'en bat un peu les couilles de Krypto. Ce qui est quand même un con parce que on te met quand même... Enfin, je veux dire, le principe de... On te met un animal en danger. Logiquement, dans l'intrigue, ça devrait quand même nous faire... Je sais pas, ressentir un peu d'émotion. Ça devrait un peu nous faire réagir.
qu'à avoir un peu plus d'émotion, ou croire en un danger et être ému. Mais alors ici, mais absolument rien à foutre, quoi. La faute peut-être au fait que Crypto soit en CGI, du coup tu crois pas du tout à un véritable animal, ou qu'il soit en fait quasiment pas développé, même s'il avait une importance dans le Superman de 2025. Et encore, je dis que c'est la faute des CGI, mais en fait, je pense que là aussi, mon argument est caduque, parce que Rocket, des Gardiens de la Galaxie, était entièrement en image de synthèse, et ça ne nous a pas empêché, enfin en tout cas pour moi, de chialer au moment des retrouvailles des Gardiens et de Rocket. Alors là encore une fois, ça doit être un gros problème d'écriture. Donc tout ça pour dire que Supergirl n'est ni un mélange brillant d'humour et d'émotion qu'avait la trilogie des Gardiens de la Galaxie. C'est jamais fun, c'est jamais divertissant, et en plus, le film a quand même le luxe, heureusement, de faire moins de 2 heures, je crois qu'il fait 1h48 pour être précis. Il arrive tout de même à être chiant parce que j'ai dû quand même regarder ma montre plusieurs fois durant le film en me disant putain mais j'espère que ça va s'avancer. Donc même là, le rythme ne fonctionne absolument pas. Et je parlais du fait que prendre un auteur comme Greg Gillespie, qui a su faire des choix de films plutôt intéressants avec Cruella, avec Moi, Tonya, même là, t'aurais pu remplacer ce mec par n'importe quel réalisateur un peu Joseph, tu vois pas la différence avec ce film qui est vraiment en pilotage automatique. Pour une adaptation moderne de Supergirl, après l'horrible catastrophe de 1984, après la série CW, et aussi le rôle qui était quand même un peu anecdotique du personnage de Supergirl dans le film The Flash, en fait le personnage ne fait toujours pas rêver. Malgré le fait qu'ils mettent en avant un personnage féminin, le film est quand même en train de subir un plutôt gros bid, voire un échec aux États-Unis avec des chiffres qui entourent 170 millions de dollars pour un budget qui fait 186 millions. Donc on est clairement sur un échec. Et vu comment l'actrice Millie Alcock, comme j'ai pu le dire, tente de marketer son film, ça va pas faire venir plus de monde. C'est là où je comprends qu'au niveau des films de super-héroïnes, on n'a jamais véritablement été gâtés, parce que on a eu des films comme Captain Marvel ou The Marvels, donc bon, je pense qu'on peut un peu oublier ça. On a eu le film Black Widow, qui était quand même aussi assez catastrophique. On a eu les films Wonder Woman, c'est sûr qu'on a vraiment pas eu des grandes réussites, et encore. Dans le lot, je peux vraiment sauver le premier Wonder Woman de Patty Jenkins, qui était, vraiment pas mal. Alors, il y avait quand même beaucoup de défauts, mais qui était plutôt honorable et savait iconiser son héroïne. En conclusion, cette nouvelle itération du personnage de Supergirl est une paresseuse aventure aussi molle qu'inutile, frôlant comme à son habitude l'indigestion d'effets spéciaux et de polissage artistique, doublé d'un récit aussi creux que ses personnages, qui paraît presque rageur et décevant quand on connaît le potentiel d'un personnage tel que Supergirl. Tout semble faible, vide, fainéant, autant dans son action que dans son histoire cousue de fil blanc, et son ambiance pompée presque le plan par plan au style des Gardiens de la Galaxie, sauf que n'est pas James Gunn qui veut, tout semble faux. Il en reste l'interprétation de Millie Alcock et celle de Jason Momoa, plutôt convaincants dans leur rôle, mais cela pose une question sur la pertinence de continuer le DCU si son deuxième acte ressemble autant à du vide intergalactique. Et parallèlement à ça, je suis un peu dans le flou sur la pertinence de continuer cet univers. Alors attention, ne soyons pas trop défaitistes, c'est juste le deuxième film. Malgré cette espèce de film qui pour moi sert véritablement à rien, je reste plutôt en attente d'autres projets, par exemple le fameux film Clayface, qui je pense devrait sortir en octobre 2026. Je l'attendais vraiment parce que par son concept, c'est un espèce de film d'horreur au sein des studios DC, donc un espèce de film d'horreur blockbuster, enfin si on peut appeler ça blockbuster, ça me semble quand même assez intéressant, donc j'ai quand même hâte du projet. Autre projet, alors qui n'est pas du DCU, mais qui vient de DC, c'est ce putain de The Batman Partout, où enfin le tournage a commencé, et on sait qu'il sortira en septembre 2027, qui est quand même parti encore une fois pour être un deuxième opus encore assez impressionnant quand on voit tous les détails de l'intrigue, enfin tous les acteurs qu'on a pris, les personnages, et bien évidemment la suite de Superman, donc qui se nomme Man of Tomorrow, qui devrait sortir en juillet 2027, dont on a pu voir quelques images de tournage, et qui donne franchement envie, donc voilà, ça me tente, j'ai envie de voir la suite, mais c'est vrai que des films comme ça, vraiment c'est pas bon signe, donc j'espère qu'on va éviter ce genre de films qui ne servent un peu à rien. Et on a aussi le fameux, alors je sais pas quand est-ce qu'il sortira, le Batman Brave and Bold de, je sais plus, Andy Muschietti je crois, qui devrait sortir dans, je sais pas, 2028-2029, on n'a encore pas énormément de détails dessus. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le Supergirl de 2026, et vous, qu'en avez-vous pensé? Dites-moi tout ça dans les commentaires, et on se retrouvera avec plein de films à voir pour ce mois de juillet, qui est déjà vraiment le mois le plus fou, hein, j'ai envie de vous dire. On a du Evil Dead Burn, que j'attends énormément, parce que
Sébastien Van Nisek dans un film d'horreur américain, gros budget, ça a l'air d'être trop bien. On a Spider-Man Brand New Day qui me fait un peu peur, mais bon, voilà, c'est quand même bien, ça fait quand même plaisir de revoir un peu du Marvel, qui m'a pas l'air non plus d'être catastrophique. Et on a le fameux l'Odyssée de Nolan, putain, celui-là on l'attend depuis des années. Le Messie, le Saint des Saints, voilà, le film que j'attends le plus, et je pense que c'est un peu le film que tout le monde attend. Voilà, pour moi c'est déjà parti pour être le meilleur film de 2026 alors que je ne l'ai pas vu, j'ai trop hâte de voir ce film, voilà. Donc voilà, on a quand même un mois de juillet qui sent quand même très très bon, donc hâte de voir tous ces films qui me paraissent assez diversifiés, et j'en oublie d'autres, hein. Mais non, là je parle que pour le mi-mois de juillet. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Au revoir.